ambassadeurs. Il y en a quelques-uns parmi les ambassadeurs qui sont en période d'examen, donc on ne les retiendra pas trop longtemps. On les remercie d'être avec nous. On est vraiment très honorés de les avoir avec nous. Alors, ce sera une occasion d'échanger avec eux, de prendre quelques moments pour approfondir les enjeux qu'ils ont soulevés dans leurs capsules respectives. Et je lance la conversation tout de suite. À la suite de votre participation aux 5 capsules de sensibilisation, de mobilisation, votre impression sur le résultat des capsules, quand vous les avez vues pour la première fois, est-ce que vous avez l'impression que vos propos ont été bien relevés? Est-ce que vous avez l'impression que vous paraissez bien à la caméra? Est-ce que vous avez aimé les enjeux qui ont été soulignés, qui ont été encadrés dans ces capsules? Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact? Est-ce que ça a eu un impact pour vous? Est-ce que vous croyez que ça a eu un impact sur les gens qui ont eu l'occasion de les voir? Alors, je vous laisse la parole. Si personne ne prend la parole, je risque d'y aller avec des tours de parole. Je vais y aller en ordre de qui apparaît sur mon écran. I can start. Yes, oui, bien sûr. Je peux parler en français, mais... On a de l'interprétation. Okay, I'll speak in English because sometimes I miss words here and there, and then it just sounds really sloppy. So I really liked one of the things that I liked the most about having the opportunity to do these interviews and then to look at the capsules afterwards was to see that there's other students who have the same experiences as myself. As I mentioned in one of the interviews, sometimes it can feel very alienating to be an Indigenous student in a university setting because you feel like nobody quite understands what you're going through. Nobody quite understands why you think the way you think. But then when you have the chance to participate in a forum like this, and you look at all the interviews and you see other students that are explaining, their experiences and what they've been through, it's just nice as a student to know that you're not going through this alone. So I think that's what I liked the most about the experience and the capsules. And I did think it made a difference. I had a couple of people contact me afterwards. I had a childhood friend that I hadn't seen in years, and we've never spoken about these things together. And she reached out to me on Messenger and was like, yeah, I'm working with because she's in education, and she's like, I work with a lot of Indigenous students, and I'm really trying to, incorporate Indigenous thought and Indigenous knowledge in my teachings. And I had no idea she was working in these kinds of things because we haven't seen each other in so long. So yeah, it is nice to reconnect with people because they've seen the capsules and because they've seen the interviews. So yeah, that's my opinion. Miigwech, Madame Matoush, est-ce que c'est une expérience? Je pense que tous, parmi nos ambassadeurs, ont compris Jedidat, malgré le fait que ça s'exprime en anglais, oui. Est-ce que c'est une expérience que vous avez partagée? Est-ce que vous avez l'impression qu'en pouvant voir les capsules, ça vous a permis de vous rendre compte que votre expérience, elle était partagée, que c'était une expérience qui était commune et donc qu'il y avait des efforts communs à mettre sur quelque chose comme ça, qu'il y avait des pistes de solutions qui étaient communes à vos différents enjeux? Je peux prendre la parole. En fait, c'est Emmanuel. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Jedida ce matin pour l'unicité qu'on a pu découvrir sur « Non, je ne suis pas seule dans mon expérience ». Moi, ce que j'ai apprécié particulièrement de cette mise en commun et de moi, après, aller voir la capsule, c'est de voir la diversité de l'expérience qui m'a fait franchement du bien. Je le répète souvent que je peux donner une partie de l'expérience comme autochtone ayant vécu hors communauté, mais qui a quand même été identifiée comme autochtone depuis, je m'identifie moi-même comme autochtone, mais tu sais, quand même d'avoir été à Obumsawin, donc tu dois être, dans le temps on disait une Indienne, c'est sûr, tout ça, et tout le bagage qui vient avec ça. Maintenant, ma vision de la réconciliation, ma vision de la place des Premières Nations dans le réseau d'enseignement, de façon générale, est une facette seulement de l'expérience. Donc, d'avoir cette diversité-là, parce que ce n'est pas vrai qu'on représente l'opinion des Premières Nations ou des Autochtones. On présente des opinions, tout le monde ensemble, et il y a une diversité, il y a une multitude qui est très riche qu'on a pu avoir avec les capsules. Moi, ça m'a fait franchement du bien et ça m'a même
aidé à redéfinir qu'est-ce qu'était ma vision de la réconciliation en ayant pu avoir cette discussion-là. En fait, discussion, réflexion, puis tout ce qui a pu venir par après. Puis ce matin, en fait, probablement que si je prends autant maintenant et autant dans 90 minutes, ça va avoir encore un peu évolué probablement. Fait que c'est cette richesse-là, je pense, qui est l'impact que je retiendrai ce matin. Léonie, Emmanuel, j'aimerais souligner que Cindy Wild nous a rejoint. Alors, Cindy, Kwekwe, Miigwech, merci d'être avec nous. Je parlais justement avec les participants de l'impact qu'a eu la capsule sur… en fait, quand ils ont vu la capsule, quand les ambassadeurs ont vu la capsule, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment est-ce que vous avez reçu les messages qui avaient été encadrés dans ces capsules? Quel impact vous croyez que ça a eu sur les gens qui ont eu l'occasion de la voir? Et tout de suite, ce qui est mentionné d'entrée de jeu, c'est que c'était bien de voir qu'il y avait une communalité d'opinions et d'enjeux. Donc, il y avait des pistes de solutions qui s'en dégageaient relativement aisément parce que les enjeux sont assez clairs et sont assez communs. Et en même temps, Emmanuel l'a bien souligné, il y a une diversité aussi dans la manière de le sentir, de le voir, de le percevoir, et ça fait en sorte que ça approfondit notre manière de l'aborder. Je ne sais pas si d'autres personnes ont envie de rajouter sur ce sujet-là, l'impact que ces capsules-là ont eu sur vous et que vous espérez qu'elle ait eu sur les autres. I'll go. Yes, please. Well, just looking at the way they were put together and presented, I was extremely pleased, again, with the diversity of the voices and the opinions. And it's something that I repeat often in different circles when we're talking about, in my instance, Indigenous health and the issues surrounding Indigenous health, that we're not just one people. There's a diverse spread of different nations, different communities, and each have their own realities. And that, having a discussion does not mean that, colleagues or other participants in the discussions have all of a sudden this knowledge that this is my opinion. This is my perspective as an Escapi person. There are 11 other nations here, 55 other communities. So there's differences in each of our experiences. And what I find most rewarding is not having had this sort of forum or space as a student. I've been a student in the post-secondary arena since 1999. So it's been a while, but over time, as I have returned to school, I see more and more. And having a forum like this. On a perdu votre son, Glenda, Sandy. On a perdu votre son. Il va falloir reprendre. Glenda, est-ce qu'on peut rallumer le micro de… OK, voilà. Okay. I don't know where I left off. All right, so I'll just start off with having a forum like this that wasn't available for me, but I see more and more opportunities like this for other Indigenous students. Having, my children are old enough now to, to take on their studies. I find it very, very rewarding, and I'm very appreciative of these efforts for them so that they don't run into the barriers or the obstacles that, I ran into as a young student. So I'm very pleased with the end result of all of these interviews. Very interesting. C'est très intéressant que vous mentionnez le fait que ce que ces actions-là vont avoir comme conséquence, c'est d'ouvrir le chemin pour la prochaine génération. Donc, c'est important. Tout le travail qu'on fait, c'est de mettre le pied dans la porte pour la prochaine génération, s'assurer qu'ils n'aient pas les mêmes obstacles systémiques ou les mêmes enjeux avec lesquels travailler. Ou contre lesquels se battre dans certains cas. Et encore une fois, je le souligne, il y a la mention de rappeler aux gens que les nations sont distinctes, ont des enjeux distincts. C'est quelque chose qui est très important. Je pense que vous l'avez tous mentionné d'une manière ou d'une autre et que c'est important. Et d'ailleurs, les ambassadeurs, on a des ambassadeurs de toutes les nations. Il y a 11 ambassadeurs, donc il y a une variété d'opinions. Ça, c'était quelque chose qui était important de souligner auprès des gens qui allaient prendre les initiatives dans les différentes institutions. Merci beaucoup pour votre participation, Glenda. Est-ce que quelqu'un d'autre a à rajouter sur le sujet?
l'impact qu'a eu ces capsules sur vous directement. Quand vous l'avez vu, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vous? Je peux y aller. Oui, Gilbert, je t'en prie. Je vous en prie. Oui, excusez-moi. Kwei, Gilbert Dijnikazon, Yadek Mekne, Wizen de Keraman, on est Bautin, ou de Kera Kanandia Hagaskik Nitchkan Mewata. Bonjour, je m'appelle Gilbert Nikwi, Yatkanek de Manouan. C'est en fait, je suis en ce moment en territoire Kanandia Haga, pour le moment, au Collège Antique. Et en fait, moi, juste pour vous dire, l'année passée, quand on avait fait des interviews pour faire des capsules, justement, de mon entourage, quand ils ont vu les 5 conférences qu'il y avait eu, comme le pré-colloque durant l'hiver, ben, il y avait comme des colloques, ben, il y avait du monde qui venait me voir, puis qui avait la même vision, puis était super content qu'enfin, on s'en va de l'avant. Puis, juste pour souligner aussi que au moment où est-ce que les ateliers ont commencé, ben je travaillais déjà dans un institut collégial parce qu'en ce moment, on est comme dans un processus d'autochtonisation. Puis, en ce moment, je suis dans l'espace autochtone pour les étudiantes en ce moment au Collège Antique. Fait que moi, je te dirais que ça avance quand même assez bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin encore à faire à l'avenir, en fait. Puis, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de positif. Puis, même cet été, il y avait beaucoup de monde qui me disait « j'ai vu la capsule, c'est vraiment le fun, on a hâte d'assister au forum, le forum. » Fait que, tu sais, même, ça a été ça a été quelque chose de positif, je te dirais. Là, je ne parlais pas plus, là, je vais laisser à d'autres collègues de parler. Fait que, bon, voilà. Miigwech, Gilbert, il n'y a rien de pas pertinent, donc il n'y a aucun problème de vous entendre parler de ce sujet-là pendant encore longtemps. On peut passer la parole à une prochaine personne. Donc, encore une fois, l'impact que vous sentez, en fait, l'impact que ça a eu sur vous de voir ces capsules, de voir de quelle manière le message avait été encadré, de quelle manière le message avait été porté auprès des gens qui allaient proposer des initiatives. Est-ce que ça correspond bien au message que vous aviez envie de passer? Et qu'est-ce que vous avez pensé du message des autres ambassadeurs? Comment est-ce que vous vous sentez dans ce groupe-là? Je peux y aller peut-être? Oui. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas fréquent qu'on a l'occasion de se questionner en profondeur comme ça sur l'ensemble de notre parcours dans le milieu scolaire. Puis moi, quand j'ai fait les entrevues, je suis même repassée par le primaire, le secondaire, toutes les étapes. Puis j'ai trouvé ça, juste ça, c'était intéressant pour moi. Puis ce qui me frappe beaucoup en écoutant les capsules, c'est qu'il y a vraiment un réseau invisible d'étudiants autochtones. Puis ça, c'est très riche, là. Puis c'est riche pour les étudiants eux-mêmes, mais pour les institutions aussi. Parce que souvent, on parle, par exemple, des recommandations, des appels à l'action, des commissions d'enquête. On dit souvent, bien, toutes les solutions sont là. Il faut juste les mettre en œuvre. Je pense que nos entrevues, nos capsules, ils donnent le même message. Des solutions, il y en a. Chacun d'entre nous, les ambassadeurs, on en a mis des solutions sur la table. On a donné des idées concrètes pour changer, transformer le monde de l'éducation. Donc, il me semble que c'est très riche de voir ça, que ça soit mis en commun. Je trouve ça, je suis vraiment contente du résultat, en fait, là. Alors, Laine Edith, très appréciée comme intervention. Je pense qu'il y a encore Cindy Wild qui nous avait rejoint juste au début. Cindy, j'aimerais ça vous passer la parole. Oui, quoi tout le monde? Désolée pour mon léger retard, le trafic est impossible. En fait, c'est ça, j'ai eu le temps d'entendre les commentaires, puis je trouve ça vraiment bien. Puis il y a quelque chose, moi, qui me rejoint beaucoup là-dedans, c'est de faire la rétrospective, chacun de nos parcours. Moi, en étant maintenant désormais en milieu urbain, j'ai toujours pensé que j'avais
plus de facilité, plus d'accessibilité à des ressources, à des services. Puis je me suis rendu compte que chacun de nos parcours sont différents, mais il y a beaucoup de similitudes pareilles. Puis ça, ben, c'est en raison de notre statut de Première Nation ou Inuit. Donc, pour moi, ça parle, mais ce que j'ai trouvé aussi très positif à remarquer dans toutes ces capsules-là, c'est que ça a avancé, ça a évolué beaucoup. Puis Edith le mentionnait, même du parcours de l'élémentaire. Je me souviens, moi, à Pikaugan, il n'y en avait pas d'école quand j'habitais là. Donc, à un moment donné, ça a apparu, il y a des profs qui ont été formés, tout ça. Donc, tout ça, ben, je trouve que c'est positif, puis de partager tout ça au grand public, à d'autres étudiants, aux institutions scolaires, ben, je pense que ça peut juste être une richesse pour encore améliorer cet avancement-là. Donc, je trouve que l'impact était merveilleux. Miigwech, Cindy, puis je pense que vous et Gilbert, vous nous avez tous deux envoyé dans la prochaine direction. Edith aussi l'a abordé. Directement l'impact de ces capsules-là à l'intérieur de votre environnement. Est-ce que vous avez senti que cet impact-là était immédiat? On va dire, ça fait 1 an que les capsules ont été diffusées, ça fait déjà 1 an que les gens ont pris connaissance des enjeux que vous avez abordés. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment senti que cet impact-là avait été reçu par les gens qui vont avoir à mettre en place des initiatives, des gens qui vont avoir à gérer des programmes, qui vont entourer une meilleure intégration des étudiants autochtones dans l'univers postsecondaire? Est-ce qu'il y a des moments des épiphanies ou des moments où il y a encore du blocage? Vous dites, bien, lisez, réécoutez la capsule, où je pense qu'il y a une manière à approfondir les enjeux qui ont été abordés. Là. Il y a des choses qui n'ont pas été encore bien saisies. Là. Ben, je peux peut-être y aller. J'ai terminé. Je vais commencer. Oui, bien sûr. Moi, je suis à la fois étudiante et je viens d'être nommée comme professeure à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai vu un peu à l'UQAT, c'est très, la sécurité culturelle est très présente. Les gens, la plupart du personnel connaît les réalités autochtones. On le sent, c'est palpable. J'arrive à Ottawa, qui est une grosse institution. Les gens veulent mettre la main à la pâte, ils veulent décoloniser, par exemple, les programmes d'enseignement ou la recherche et tout ça. Mais c'est gros, c'est très bureaucratisé, si je peux dire. C'est une grosse administration. Fait que je pense que les pas sont plus lents dans les grosses organisations, à mon avis. Là. Je pense que le virage il est plus lentement à se faire. La volonté est là, mais je pense qu'on gagne à faire connaître les étudiants, les défis, puis pas se mettre la tête non plus dans le sable, là, parce qu'il y a de la belle volonté, là, mais il y a beaucoup de barrières encore qui sont présentes. Donc, il faut en parler, il faut en discuter. Puis, oui, le réseautage, ça, je pense que ça peut être bien bénéfique. Là. Je pourrais y aller si possible. En fait, c'est les capsules, quand on parle des capsules, oui, ça a un impact positif. Puis ici, dans le milieu où est-ce que je suis, parce que moi, j'ai été engagée depuis 2019 que j'ai été engagée au Collège antique. Je sais qu'ici, il y avait déjà commencé ce processus d'autochtonisation ici. Fait qu'il y avait déjà quand même une base quand je suis arrivée, le terrain était déjà préparé. Fait que moi, en tant que personne autochtone qui vient travailler ici en tant que facilitateur à la vie autochtone, ben pour moi, il y a eu une facilité parce que les gens étaient déjà ouverts à cette autochtonisation. Ben, je ne dis pas que tout le monde sont comme ça parce qu'il y a quand même encore du chemin. Puis, comme dernièrement, moi puis une de mes collègues, Julie, on est allé faire des formations dans des classes comme en échographie, en radiographie, puis ça, c'est dans le domaine de la santé. Ça veut dire que les programmes dans le domaine de la santé sont déjà sensibilisés à ce sujet-là d'autochtoniser parce que avec ce qui s'est passé l'année passée, un événement assez triste avec notre sœur Joyce Echaquan, c'est le monde et ils sont pas mal là-dedans. Mais il y a encore du chemin à faire. Puis aussi, moi, je suis étudiant parallèlement, je suis étudiant aussi, puis je le sais que où est-ce que je suis en ce moment, il y a aussi de l'encadrement pour les étudiants autochtones. Fait que moi, je trouve que c'est quand même, comme je vais répéter, là, on s'en va vers la bonne direction. On a encore du chemin, puis
C'est ça. Merci. Megwitch Gilbert. Oui, Glenda, je pense que... Yeah. Oh, okay. Well, just to add to that, I think that it has been something that has started, but has been sort of low key. Because I started with McGill University. I'm the Indigenous nursing consultant for the School of Nursing. And I've been working with them since 2017 on different ways that we can engage with Indigenous students, going as far as, trying to modify the curriculum to include more content that the nurses will be faced with as they graduate and start off in the workforce, or if those that are already there, to sort of give them more tools on how to provide culturally safe care and what that means. But I think since last year, with the events that have happened, and this past year with the uncovering of the 215 bodies at the Kamloops Residential School, it's sort of pushed that momentum even faster, I think. Because I find that I'm more and more involved in that aspect of my work than I was before. It was sort of like a very slow moving process, but in the last year has, exploded into so many different things. And we come to realize that there have been already little things that have been planted in different arenas, different areas that now are the focus. And I think there is a push to sort of put all of that together, and finding ways to promote reconciliation. And that can't happen without the truth. We have to acknowledge the truth now. And I think there is a movement right now to acknowledge, for example, the existence of systemic racism in healthcare and in other areas. So you can't have that reconciliation process without having the truth acknowledged. So I think that there is a lot of effort, and I'm, very, I think I feel very privileged to be part of the movement. Chinishkamitin, Glenda, thoroughly appreciated. I wonder if, je me demandais si quelqu'un d'autre avait l'intention de commenter sur le sujet, les choses que vous sentez, de quelle manière est-ce que vous sentez que ces capsules-là ont un impact dans votre environnement immédiat? Oui, allez-y, Emmanuel. Oui, en fait, je suis un peu dans le même sens que Glenda, au sens qu'on a senti dans les dernières années, ça fait maintenant 18 ou 19 ans que je suis dans le réseau universitaire. Dans les dernières années, on a senti quand même qu'il y avait des projets, il y avait une volonté, il y a comme une espèce de catalyseur avec le forum. Il y a eu aussi des événements tristes, comme mon collègue Gilbert le soulignait, qui a fait en sorte que les gens sont devenus réactifs. On a senti l'effervescence. Moi, j'ai un peu peur que ça s'essouffle ou que ça se dilue. C'est un peu ça ma crainte actuellement que je vis, parce que je ne vous cacherai pas, comme ambassadeur, j'ai été un peu présente un peu partout et maintenant, je suis sollicitée de toutes parts pour donner mon opinion, pour participer à des comités, pour donner mon opinion. Et il y a des choses qui, moi, là-dedans, me disent, bon, ben, on a une volonté, maintenant, on est dans ce qu'on appellerait le comment on le fait, le how-to. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? Comment on va le faire? Et parfois, je pense qu'il y a des réflexions de fond qui n'ont pas encore eu lieu. Dernièrement, j'étais dans une autre conférence où j'assistais à la conférence, puis je trouvais ça un peu malaisant pour moi, qui est une femme québécoise à Benaki, qu'on place la question des Premières Nations dans les cours, par exemple, du multiculturel, la diversité en général. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça et ce n'est pas des choses qu'on a encore exprimées. Est-ce que c'est
c'est pas mal intentionné, là, puis peut-être que d'autres personnes pourraient me dire « Ah non, moi, je trouve que ça a sa place là ». Mais on a une place spécifique, je pense, qu'il faut défendre et garder parce qu'on est un peuple, on est des peuples d'ici, avec notre réalité d'ici. Donc, j'ai un peu de difficulté à voir comment est-ce que présentement, on est un peu dilué un peu partout, qu'on met, bon, les biais. Je dis, bon, non, attends, oui, on est réactif, on veut faire quelque chose, on veut changer. Il faut prendre le temps de bien le réfléchir et de l'amener d'une façon où tout le monde va se sentir à l'aise. Donc, c'est un peu mon point que j'aurais à apporter ce matin par rapport à l'impact des capsules parce que c'est faramineux. J'ai vu plein d'initiatives, j'ai été appelée à faire des conférences, j'ai une sollicitation que je dois dire non, là, je dois vous le dire sincèrement, là, ma clinique actuellement, mon rôle de médecin présentement m'occupe plusieurs heures par semaine déjà, mais quand même, je tenais à le préciser ce matin. On a tous une belle volonté, on a tous une intention qui est très, très adéquate là, en dessous de ça. On veut faire un changement. Maintenant, comment on va le faire pour que ce soit justement pas juste un coup d'épée dans l'eau ou qu'encore on le dilue à travers plein de choses. Donc, ce serait... je vais m'arrêter là-dessus parce que je voudrais laisser la place aux autres ambassadeurs pour qu'on continue. Oh, Léonie, Emmanuel, c'est des choses hyper importantes qui sont soulevées ici, puis je serais curieux d'entendre les autres participants parce qu'il y a 3 choses très distinctes, très importantes que je voulais aborder. Il y avait le côté réactif, les gens ont réagi, les gens ont mis en place des initiatives. Maintenant, il faut qu'on rentre dans le comment est-ce qu'on va y arriver, puis encore une réflexion de fond, et ça, on va y revenir. Donc, oui, il y a des initiatives qui sont mises en place, il y en a qui sont hyper efficaces. Il y en a parfois qui vont prendre plus de temps ou qui le sont peut-être moins. Donc, il y a matière à réflexion de ce côté-là, s'assurer que les efforts sont mis aux bons endroits. Je ne sais pas si vous avez des exemples d'initiatives qui ont lieu autour de vous, que vous avez fait « Ah oui, ça, c'est des gens qui ont bien écouté » ou d'autres initiatives qui sont comme « Ah, peut-être que ça a besoin d'être recadré. » Je pense que les efforts il y a trop d'efforts qui sont mis sur quelque chose. Puis c'est peut-être pas ça qui va faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Il y a diluer les enjeux. En fait, de mettre les enjeux sur un porte-manteau, tout mettre les enjeux dans le même bassin de la diversité et de l'inclusion et de l'équité. Là, on se dit, ah, bien, il y a des enjeux spécifiques à l'inclusion des Autochtones ou à l'intégration d'une réalité autochtone dans nos territoires, là, dans l'endroit d'où on vient. Donc, ça, j'aimerais ça vous entendre sur ce sujet-là aussi, parce qu'effectivement, des fois, on va être solidaire de tous les combats qui sont menés, qui sont tous essentiels et pertinents. Est-ce qu'on les mène tous dans le même bateau, dans le même train, ou est-ce qu'on doit se permettre d'avoir des actions très spécifiques pour différentes réalités, dont celle de l'intégration des étudiants autochtones au postsecondaire? Évidemment, puis ça a été nommé à plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes qui l'ont mentionné quand on est arrivé tout à l'heure dans la salle, c'est la sursollicitation. Comment est-ce qu'on va arriver à faire avancer la réflexion à un moment où est-ce que les gens qui ont été impliqués, entre autres les ambassadeurs qui ont fait des capsules et qui ont été connus par le milieu, reçoivent énormément de sollicitations. Il faut trouver une manière de gérer cette sollicitation-là, alors que ces mêmes ambassadeurs-là ont leur propre parcours, ou bien académique ou professionnel, qui doivent poursuivre au-delà de leur investissement dans l'enjeu plus grand qui est l'intégration des étudiants autochtones. J'aimerais vous entendre sur le sujet. C'est très large, c'est très gros. Et après, on va pouvoir passer aux gens qui sont aux participants qui sont dans le restaurant. Si je peux peut-être y aller. Dans les capsules, moi, j'ai été très critique envers le concept de réconciliation, envers le fait que, Emmanuel l'a soulevé, là, il n'y avait pas suffisamment des réflexions à la base pour mettre en place des mécanismes. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'on va chercher la voie facile ou une réconciliation cosmétique un peu. Puis ça, faut faire attention parce qu'on est souvent sollicité, je parle pour moi, là, mais je pense que les autres vont pouvoir se relier à cette idée-là aussi. On est souvent sollicité dans des projets où on a l'impression qu'on vient remplir un siège, le siège autochtone. Puis ça, c'est très désagréable parce qu'on sent que c'est de la surface. C'est superficiel, puis
ça part souvent d'une très bonne volonté, mais on peut questionner sans doute l'effet réel que ça va avoir en bout de ligne. Donc ça c'est vraiment un des effets là, de la sursollicitation, puis de chercher la voie facile pour la réconciliation aussi. Puis, il y a plein d'enjeux intéressants là, qui viennent d'être soulevés. C'est souvent, j'ai l'impression que les institutions dansent ou se tiennent entre deux chaises. Donc, il y a une volonté, mais on ne sait pas comment y arriver. Donc, c'est d'où l'importance là, de mettre en lumière le réseau là, qui s'est créé ici. Et nous, on est un échantillon. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent parler de leur expérience. Il faut que les enjeux soient portés par différentes personnes. Il ne faut pas que ça revienne toujours. Il faut arrêter de chercher le point de vue autochtone, la personne qui va parler pour les autres. Il faut vraiment que le message il arrive à se transmettre puis à se diffuser partout. Puis, ça ne peut pas être fait sans des questionnements, des remises en question en profondeur sur pourquoi on veut mettre en place ces initiatives-là, pourquoi on veut faire un comité de travail sur la réconciliation. Il faut vraiment que ça soit exploré puis que tout le monde soit au courant là, de l'objectif qui est recherché. Voilà, Alain Edith, juste pendant qu'on faisait cette réflexion-là, il y a un commentaire qui est arrivé dans la boîte de dialogue. Je vous le lis. C'est un commentaire en anglais. We are not all in the same boat. We face similar storms, but some people are able to enter boats and move forward faster than others further. There are differences between boats and canoes. Ça serait à clarifier. Là. Je pense qu'on va peut-être pouvoir prendre le temps tantôt. Et voilà, puis le commentaire rajoute, la personne qui fait le commentaire rajoute « Conflating the colonial oppression of Indigenous people with other oppression does not recognize that colonialism is fundamentally about the oppression of Indigenous people to benefit other people. » Des commentaires très, très forts, évidemment, là, quelque chose qui rappelle là, toute l'idée de colonialisme qui est derrière les manquements à la relation qui existaient à la base et qui doivent être corrigés maintenant. Je vous laisse encore la parole, évidemment, à nos autres ambassadeurs pour vous entendre encore justement sur tout ce qui est le concept de diluer les enjeux ou de mettre plusieurs enjeux dans le même bassin, alors que certaines stratégies auraient avantage à être séparées ou à être abordées de manière différente. Et évidemment, encore une fois, là, sur tout ce qui est les réactions du milieu par rapport à ce que vous avez proposé comme enjeu et qu'est-ce qui a été heureux comme stratégie et qu'est-ce qui l'a peut-être été moins ou qui aurait matière à être approfondi ou mieux encadré. Jedidat, je vous laisse la parole. Yeah, I can maybe just speak to Michael Hart's comments because I'm in political science and I'm not 100% sure, but it seems like most of my peers here are in the health sector or in some sort of like nursing and stuff like that. Not nursing, but I think Emmanuel is like a doctor or anyways, I don't want to get mixed up here, but I'm in political science, and before political science, I was in sociology. So and at Concordia University, in both the sociology department and the political science department, there's very, very little talk about Indigenous issues at all, which is kind of ironic because, you know, when you think about sociology and political science, you would think that, you know, Indigenous politics, governance, socioeconomic issues, inequality, and all these things would come up often. But surprisingly, they come up very, very little in my experience. But, you know, I'm at the stage now where I'm in my research and I haven't taken any classes in 2 years, and I haven't even been to the university in 2 years because of COVID-19. But from my experience, when Indigenous issues are spoken of in the context of political science, like Michael Hart commented, you know, colonialism, a theory of colonialism is not used. So colonialism in itself, like racism, is talked of very, very, very little.
when we speak about Indigenous people, we usually speak about, multi-level governance and their place within federalism, and how Indigenous claims to self-governance and to self-determination disrupts federalism and, the Canadian way of doing things. So this is usually how it's perceived. And when you look at course outlines in political science, and in sociology, I didn't even take one class that touched upon Indigenous issues at all in my whole undergraduate, my whole bachelor's and my master's. So which is telling in of itself. And in political science, in the PhD program, when you do look at a course outline on federalism or on parliament or any of these classes, Indigenous issues and Indigenous people are usually in the last 2 weeks of school, in the last week, underneath the subtitle of diversity or multiculturalism. So this is what Emmanuel was saying earlier, I think, about, how we're usually fit into, the whole, we're usually found within the same week as, immigration and the Quebec question, let's say. So, you have the Quebec question and, the integration of French people into Canadian federalism. And then the week after you have immigrants and Indigenous people. So I think that this discussion about colonialism, like Michael Hart brought up, is very, very, very important and should be spoken of more. And I think that theories of colonialism and theories of racism should still be used at the graduate level in universities. And people are scared of this. They don't want to talk about it. Nobody talks about racism. Nobody talks about colonialism, and how colonialism in of itself is a very, very distinct process. It's a very, very distinct phenomenon. And it's been proven through multiple studies that colonialism has the same effect on different societies all around the world. So why we're not using a theory of colonialism to address Indigenous issues at the graduate level, for me, doesn't make sense. But I think that in this more theoretical, more philosophical part of, because I think a lot of the times we're talking about more practical, like, okay, how can we achieve, decolonization, and how can we move forward from here? But in a more, theoretical way, I think that in the university setting, in the graduate setting, that we need to use more theories of decolonization, of colonialism, theories of racism. And people are scared to talk about these things because they feel attacked or they feel like we're pointing fingers. But, I'm sorry, sometimes we have to feel uncomfortable to overcome really, really difficult issues. People have to feel uncomfortable. People have to be self-reflective and self-critical, that they benefited from the system of colonialism. And for me, this is something that is invisible, that we don't talk about and that we don't see at the graduate level. At my university, in my experience, I can't speak for everyone. So, yeah. Miigwech Jedidat? Jedidat. Okay, thank you. I keep messing it up. So thank you for correcting me. Je pense que c'est très important ce que vous avez soulevé, puis ce qui a été soulevé dans les commentaires, effectivement, parce qu'on a mentionné comme étant une des pistes de solution que les gens soient plus conscients des réalités autochtones, qu'on fasse plus de formation auprès des enseignants, des équipes à l'intérieur d'une université. Et on a parlé de réconciliation tantôt. Et beaucoup de gens dans le milieu autochtone préfèrent utiliser le terme décolonisation plutôt que colonisation. Et ça, c'est très confrontant pour des gens qui vont nous inviter justement sur leur comité ou qui vont demander une réflexion plus approfondie de comment faire des initiatives. Parce que comment est-ce qu'on peut faire une initiative qui aborde la décolonisation si on ne comprend pas ce qu'est la colonisation et ses impacts en partant? Donc, c'est très, très, très important, je pense, ce que vous venez de souligner. Je vous remercie de l'avoir fait. Je laisserai encore un autre, mettons, 10 minutes pour parler encore de ces enjeux-là, de comment est-ce qu'on oriente les actions, les programmes, les initiatives, et aussi comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on regroupe les enjeux ou pas pour faire en sorte que les actions soient plus efficaces. Oui, je vous en prie, Emmanuel. Je ne voudrais pas prendre la place de mes collègues, mais
c'est un peu mon propos que j'ai auprès de mes collègues actuellement, qui va tout à fait avec ce que Jedidah vient de mentionner. Je pense que c'est important qu'on peut le prendre de dire, ben oui, moi, comme individu dans mon poste, là, il faut faire une initiative, qu'est-ce qu'il y en est, mais collectivement, là, comment on le porte ça, tout le monde ensemble? On parle de réconciliation, moi je parle de vivre ensemble. Là, on n'a plus le choix, il faut cohabiter, puis il faut se comprendre, puis il faut se connaître. Là, on ne pourra pas revenir, j'aimerais bien ça, revenir il y a 400 ans, ce n'est pas possible. Donc maintenant, il faut faire face à ça. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble? Et je pense que qu'est-ce qui est déjà une première réflexion fondamentale, c'est au-delà de mon poste à l'université, au-delà de ma fonction de professeur, moi, comme individu, qu'est-ce que j'ai comme image, qu'est-ce que j'ai en dedans de moi, parce que les gens sont effectivement très réticents à parler de la colonisation, décolonisation, et la plupart des gens que j'ai eu comme commentaires, en fait, c'est qu'ils m'ont dit « mais moi, ça ne m'appartient pas, c'est pas moi là, qui a fait ça, qui a créé ça, les réserves, puis les pensionnats, tout ça ». Fait que les gens ne veulent pas prendre ça, c'est pas beau. On va se le dire, c'est pas beau ce qu'on porte à l'intérieur. Puis à un moment donné, je pourrais dire que moi, ça aurait pu faire un conflit, là. Moi, j'ai des racines québécoises, anglo-françaises aussi dans ma famille et aussi une partie abénaki. Je suis en dedans de moi-même un produit de la colonisation. Est-ce que maintenant, il faut que je me dise « ah non, ça n'a pas de bon sens, puis je veux… » Non, c'est pas négatif. Il faut le prendre, il faut le porter, il faut l'accepter, mais il faut le regarder, le toucher à l'intérieur de soi avant de pouvoir dire « ben oui, mais je vais faire une initiative dans mon cours pour justement pas qu'on tombe dans… mais je vais parler de quelque chose qui ne m'appartient pas, qui il y a un peu les autres, là, les Autochtones qui étaient là, puis non, on porte ça, puis collectivement, on a un rôle à jouer, mais individuellement aussi. Au-delà de tout ce qu'on vit, là, on en a des images et une expérience, il faut se connecter là-dessus, parce que sinon, ce qu'on va faire, ça va sonner faux ou ça va sonner superficiel, un peu comme Edith soulignait tout à l'heure. Moi, je n'ai pas envie de remplir une chaise parce que politiquement, il faut que je remplisse une chaise. Donc, c'est un peu cette idée-là, je pense, qui est important pour la quelques centaines de participants, le message que j'aurais envie d'envoyer ce matin, de se poser la question à soi-même, parce qu'il y en a une dynamique de méfiance entre les nations, entre les peuples, qui est un peu normale, là, je veux dire, après toutes ces années de difficultés, après tout ce qu'on a vécu, les images qu'on a portées sur le racisme, on a juste à regarder la littérature là, des dernières années, c'est un peu ça qui ressort, là, comment est-ce qu'on peut être identifié de façon assez négative les sauvages, les Indiens, c'était pas beau, là, dans les dernières années, ça a changé beaucoup, là, je trouve, dans les 20 dernières années, mais de base, je pense qu'il faut se connecter là-dessus. Autrement, on va toujours être pris dans notre dynamique de méfiance, puis on ne sera pas capable d'avancer parce qu'on va toujours se méfier ou se poser la question, oui, mais si je dois faire une intervention, je ne veux pas que ça passe comme raciste, je ne veux pas que… Et il faut un peu vider cette boîte-là. Je vais appeler ça comme ça. Léonie, Emmanuel, très pertinent comme intervention. Il y avait Gilbert qui avait l'intention de prendre la parole et ensuite Cindy. Et ensuite, je vais ouvrir le plancher pour les participants. Ben, en fait, moi, je trouve ça vraiment pertinent ce qu'Emmanuel Wamsawin dit, puis je suis tout à fait d'accord avec elle. Tu sais, faut vraiment qu'on veut aussi changer en tant que, mettons, pour les non-autochtones. Tu sais, c'est récemment, moi, je trouve que l'histoire, il faut vraiment réviser, puis il faut vraiment revoir qu'est-ce qu'ils enseignent dans les écoles pour que ça change, parce que ces personnes-là, les autochtones, ben, ils apprennent d'autres choses à l'école, puis c'est ça qui sont ancrés dans leur tête, puis c'est à cause de ça aussi qu'il y a une certaine méconnaissance envers les Autochtones.
Puis oui, il y a eu des erreurs dans le passé avec le pensionnat, puis avec les 60 Spoke, les enfants qui ont été adoptés, puis aussi des livres, comment on représentait les Autochtones. Là, il y avait vraiment des préjugés, des dessins animés, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ils veulent comme travailler en collaboration avec les Autochtones pour aller de l'avant, puis souvent, ça peut être maladroit parce que on ne peut pas non plus comme effacer l'histoire de ce qui s'est passé. Au contraire, il faut qu'on prenne cette histoire-là pour enseigner les Autochtones et les Allochtones pour qu'ils puissent savoir cette histoire-là pour ne pas répéter la même histoire. Ils n'ont pas de brûler des livres parce qu'on a fait quelque chose de maladroit puis on va censurer ça. Moi, je trouve que ce n'est pas non plus une façon de travailler en collaboration. Puis aussi, j'ajouterais qu'on devrait donner plus de place aux Autochtones qui parlent, eux, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Ils n'ont pas que ce soit un non-autochtone qui dit, bon, ben c'est comme ça qu'on devrait faire. Parce que ça, c'est un travail on voit encore ces affaires-là. Fait que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas le faire. Et dans les instituts ou dans les cégeps, c'est comme mes collègues qui disaient, on est comme sursollicité. Puis oui, c'est une bonne façon d'aller voir des Autochtones, mais souvent, c'est de réfléchir sur soi avant d'aller. Pourquoi qu'on fait ça? C'est pourquoi qu'on invite cet Autochtone-là? Puis ça serait comme de se éduquer aussi avant d'inviter pour faire des activités. Comme je vais vous donner un exemple là, pour le 30 septembre. Là, je ne sais pas combien d'invitations que j'ai reçues, alors que c'est des personnes qui n'ont pas encore connu comme la vraie histoire en arrière de tout ça. Fait que moi, je réponds, bon, ben allez-y avant vous revoir l'histoire, puis comme éduquer aussi comme ça. Après ça, ça va être une réelle... ça va être comme une réelle réconciliation parce que pour le moment, moi, je critique beaucoup la réconciliation parce que tout le monde veut le faire vite, puis si on fait vite, bon, ben ça va juste être une mode de vouloir devenir autochtonisé, alors qu'on veut que ça reste, que ça perdure pour les prochaines générations. Et en tout cas, je vais laisser mes collègues aussi s'exprimer là-dessus, mais je tenais à dire aussi ce que je pensais par rapport à ça. Miigwech Gilbert, c'est très approprié comme commentaire. Je fais juste mentionner comme ça qu'il y a quelqu'un qui vient de partager un lien à propos de la colonisation et décolonisation pour les Autochtones. En fait, c'est un lien que moi, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il fait partie du Padlet déjà des différents groupes et ateliers qu'on a, mais ça serait intéressant de pouvoir l'y mettre s'il n'y est pas encore. Je vais m'assurer d'aller y jeter un coup d'œil aussitôt qu'on aura terminé cette réunion. Et avant de faire ça, je passe la parole à Cindy Wild. En fait, Gilbert, tu as un peu pris les paroles que je voulais prendre par rapport à tout ça, ce désir de réconciliation-là ou de décolonisation. On le dit, hein, je pense que tous les ambassadeurs ont été unanimes, on est super sollicités, mais en même temps, ça vient avec le poids d'une responsabilité, on dirait dans la dernière année qui a quintuplé. On dirait que les gens, dans leur bonne volonté, ils nous sollicitent, c'est bien, enfin, ils cherchent notre parole, je trouve que c'est bien, mais en même temps, moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir parler pour toutes les Premières Nations. On est tellement différents, on a tellement des points de vue, des réalités différentes que quand une organisation veut, par exemple, décoloniser une pratique, je peux parler pour moi, mais ça devient lourd à porter pour essayer d'être un peu la parole de peut-être tous mes pairs autochtones aussi, incluant les Inuits, qui c'est complètement une autre culture aussi. Donc ça, je trouve que dans la dernière année, ça a été très demandant. On nous sollicite pour plein de trucs qui ne touchent pas forcément notre champ professionnel. Fait que je suis devenue une spécialiste de plein de trucs et un réseautage incroyable comme personne ressource.
Mais des fois, je me dis, OK, j'embarque-tu là-dedans? Je suis qui, moi, pour répondre à ça? Fait que, des fois, je trouve que ça devient lourd au niveau de la responsabilité. Puis c'est juste ça que je voulais partager, pas pour me plaindre, parce qu'enfin, on cherche notre point de vue, mais c'est juste d'avoir conscience que quand vous sollicitez les Premières Nations, les Inuits pour une pratique décolonisée, par exemple, ben, peut-être avoir en tête que cette personne-là, ben, elle ne connaît pas tous les enjeux non plus de toutes les Premières Nations du pays entier. C'était juste ça mon commentaire à rajouter. Miigwech Cindy Wells, c'est extrêmement important de l'avoir souligné. Je pense que ça va être très, très pertinent pour les gens qui sont venus assister à cette conversation avec les ambassadeurs parce qu'effectivement, c'est des gens qui mettent des initiatives en place, qui créent des comités, qui ont envie d'avoir une intervention. On va parler de gouvernance tantôt dans un des ateliers. Comment est-ce qu'on réussit à intégrer des voix des Premières Nations dans ces comités-là sans épuiser la ressource qu'on espère recevoir. Comment est-ce qu'on la traite? Comment est-ce qu'on lui crée un endroit d'accueil? Comment est-ce qu'on lui offre une contrepartie pour le travail souvent bénévole qui est fait autour de ces comités-là? C'est une réflexion à se faire aussi alors qu'on avance dans ces initiatives. Je passe la parole à Glenda. Well, just to add to what the other ambassadors have mentioned on colonization, decolonization, the importance of actually indigenization of different programs, going that step further, because, you know, I like the other ambassadors are, you know, what makes me uncomfortable is that, you know, because I've attained a certain level of education, then I'm sort of solicited when there are experiences of other, you know, knowledge keepers, leaders in communities that have much, you know, a lot more richness based on their lived experience of all of these barriers that were there before, that are not being solicited or not being solicited enough. And, you know, with certain, yes, there is the Truth and Reconciliation calls to action and having more Indigenous faculty, but then there are the colonial requirements of, oh, you have to have a PhD to be able to take on professorship, or you have to have this minimum level of education to be able to teach a course. When I think there should be a reflection on how can we include these voices without having them jump through hoops and other barriers that, you know, others have had to jump through, or, you know, having those doors closed because of those requirements to get those voices into the institutions. So that's where I'm kind of a little bit uncomfortable of being solicited to give my opinion when I don't feel I've had attained that level of, you know, in my culture anyway, there is sort of steps and processes in life to make you accepted to become, you know, the spokesperson or somebody to, like, I don't feel I've achieved that yet. I'm just starting out, you know, in my career. I still feel young in that sense, of not taking on that responsibility to be, you know, to speaking for others. So I think that's another thing that needs to be taken into account, is the indigenization and how we can include more Indigenous voices. Chenish Cometin, effectivement, aller recruter les forces aussi qui existent à l'extérieur du cadre très rigide de l'excellence académique, là, telle qu'elle est perçue d'un certain point de vue qu'on pourrait appeler colonial, on va dire, de peut-être recruter un peu plus les forces qui existent parmi nos aînés. Je passe la parole tout de suite à Jedidah. Yeah. I'm just going to be quick. I think that it's also important for Indigenous students and scholars and researchers to also be humble. It's a humbling experience when you have all these people approaching you and asking you to participate in things. And, you know, we've spent a lot of time talking about what non-Indigenous people shouldn't do, and that they should be careful when they approach us, and that they should educate themselves before approaching us. But us too, as Indigenous students and scholars and researchers, we have to self-reflect, and we have to, people need to realize, and we need to acknowledge that, you know, that in a sense, because we've been able to go to university for so long and we live in the city and everything, that we're privileged in a sense. You know, we live experiences, and we have opportunities that a lot of Indigenous young people don't have.
And I think that a lot of non-Indigenous people need to realize that, you know, when they're interviewing me and when they're approaching me, when they're asking me to participate in things, I may not necessarily be reflective of the average Indigenous, you know, 35-year-old person. A lot of Indigenous people still live in the community. They still struggle. Some are poor. Some have multiple children that they're trying to raise, you know, substance abuse problems. They have difficulty finding employment. You know, these are all things that I'm fortunate enough that I don't live through. You know, I've had a privileged life compared to a lot of young Indigenous people. And I think that we need to stay humble too, and not fall into this role of, you know, the Indigenous victim and, oh yes, you know, life was so difficult for me, and like this exaggeration of you know, the victimization of Indigenous people as colonized, as poor, as, you know, defenseless, defense, no, that's not a word. Anyways, like I think we just need to be just to be careful not to exaggerate the struggles that we've lived through. And if we have, then yes, be honest about it. But if we haven't, that we also need to be honest about that, and that people need to understand that in my case, you know, that I might not necessarily be reflective of the average Indigenous person. So it's important to stay humble. Miigwech, Jedediah. Je vais maintenant passer la parole aux autres participants. Je vous demanderai d'être bref. Allumez votre caméra pour poser la question. Je vous demanderai d'être bref dans votre intervention afin de laisser le temps aux ambassadeurs de répondre. Alors, le plancher est à vous. Jedediah, if you could lower your hands, so I'll see the other hands as they come up. Alors, c'est le moment ou jamais pour les participants d'intervenir, de poser des questions. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Il y en a peut-être même qui ont été surprenants pour certaines des personnes qui sont avec nous dans la salle. C'est le moment vraiment là, d'approfondir ces sujets-là avec nos ambassadeurs. Je pense qu'ils nous ont offert des perspectives extrêmement riches, extrêmement pertinentes, et il y a extrêmement de valeur à pouvoir profiter au moins de leur point de vue sur ces enjeux-là, qui est un point de vue sans être universel, reste un point de vue éduqué sur le sujet. Donc, n'hésitez pas. Les gens sont gênés. Les gens ne se précipitent pas encore. Parfait. Je pense que vous avez été extrêmement profond dans vos réflexions. Hein? Les gens hésitent à vouloir ajouter quoi que ce soit à ce qui a été proposé. J'ai Marie-Josée No ici qui aimerait prendre la parole. Oui, bonjour. Kwe. Chinashkumitin, Miigwech, Oleone, tout le monde, c'est vraiment fantastique. Vous êtes des ambassadeurs magnifiques. Merci pour les capsules. Merci pour le contenu que vous avez partagé aujourd'hui. Vos partages, c'est vraiment touchant et ça nous fait réfléchir beaucoup. Ça reste, bon, je vais réapprocher quelque chose que vous avez abordé, là, le problème de toujours se demander est-ce qu'on sollicite des personnes autochtones pour nos communautés, nos réflexions, ou on fait nos choses seuls parce que d'un côté, on se dit si on avance sans consulter les personnes autochtones, on fait encore de décider pour eux. Sinon, si on sollicite, on a peur de sur-solliciter tout ça. Fait que cette ambiguïté-là reste vraiment difficile quand on essaie de faire des choses en lien avec la décolonisation, par exemple, l'autochtonisation. Donc, qu'est-ce que vous diriez qui serait votre plus gros conseil par rapport à ça? Personnellement, je pense que c'est vraiment une question d'essayer de développer des relations à long terme, de nourrir ces relations-là plus profondément que juste quand on a besoin de quelque chose, évidemment, de ne pas être dans l'extraction du savoir, mais je ne sais pas si vous avez des bons conseils à nous donner pour quand est-ce qu'on a fait assez pour te dire qu'on sollicite et tout ça. Puis, On semble déjà avoir, merci beaucoup pour votre question, on semble déjà avoir Gilbert Nikwe et Cindy Wild qui ont des commentaires à faire par rapport ou des conseils à donner. Alors, je passe la parole à Gilbert et ensuite à Cindy. Ben, moi, c'est en fait le conseil que je pourrais donner, c'est quand même d'essayer, quand même de contacter telle personne et aussi être
aussi être précise dans vos besoins. C'est quoi que vous avez besoin exactement? Parce que peut-être que cette personne-là, il connaît quelqu'un qui connaît plus ça, puis souvent, ça va être... Souvent, cette personne-là va vous référer à cette personne-là pour dire, bon, ben adressez-vous à telle personne, elle va pouvoir mieux te répondre. Ça serait la meilleure chose à faire. En fait, c'est de ne pas gêner, de demander. Tu sais, tantôt, on avait l'air à se plaindre qu'on est sûr, mais oui, c'est le cas. Ce qui est bien aussi, comme que, tantôt il disait Cindy, mais c'est de ne pas être gêné, en fait, tout simplement. Je rajouterais là-dessus que moi, personnellement, dans la dernière année, je suis devenue une experte pour passer le POC. En fait, j'ai élargi mon réseau juste par le réseau d'ambassadeurs ici. Moi, j'ai découvert des belles personnes là-dedans et ils se sont ajoutés à ma liste de références. Donc, ça, c'est génial de s'adresser à quelqu'un qu'on connaît, oui, autochtone, puis cette personne-là, oui, libre à elle de référer ou pas. Mais pour répondre à un processus, rapidement, je veux juste peut-être partager dans lequel je suis impliquée. Moi, j'ai été engagée comme professeure à l'École de services sociaux à Ottawa. L'idée, c'est de décoloniser le programme, de l'adapter aux réalités, aux intentions et tous les besoins des communautés autochtones, entre autres, étudiants comme communauté. Là, je dis ça largement, là, mais en fait, leur pratique a été géniale, je trouve, en tout cas jusqu'à présent, je suis vraiment contente. Ils ont formé un cercle qui est guidé en fait par des personnes autochtones de l'externe. Et dans ce cercle-là, ce qui était primordial, qui disait, c'était comme, on va avoir le personnel autochtone et après, on va développer nos services ou nos programmes ou nos cours même. Donc, ça, j'ai aimé ça dans le sens qu'ils n'ont pas chômé. Ils ont mis en place plusieurs choses, notamment au niveau de la formation, de la sensibilisation, d'aller chercher des ressources autochtones pour les aider dans cette intention de décolonisation-là. Et entre-temps, ben moi, j'arrive et je me greffe à cette équipe-là qui est déjà hyper engagée et active. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils ont attendu après la ressource autochtone. Ils sont allés en chercher plusieurs autour, mais une fois que moi j'embarque dans le canot, on avance ensemble, puis c'est une voix autochtone qui s'ajoute à l'équipe. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun, tu sais, parce qu'ils n'ont pas décidé à notre place, là, si on peut dire ça comme ça, ou penser comment faire les choses plus tard selon leur point de vue. Ils ont entendu, mais en même temps, ils ont commencé à faire des petites mesures et ça a avancé, là. Donc, c'était juste un partage parce que je trouve ça génial jusqu'à présent. Miigwech, j'ai pris des notes. J'ai ici, j'ai nos deux aînés en résidence qui sont là. On a Edith et Elisabeth qui sont avec nous. Alors, je leur passe la parole. Oui, bonjour. Mon nom est Elisabeth Achini, originaire de Matimekouche-Lacton, retraitée. Ma formation était infirmière. Depuis tantôt que je vous écoute, puis les questions puis qui ont été données ou les réponses qui ont été aussi données me fait revenir en arrière de moi. La question de racisme. OK? Oui, je l'ai vécu, le racisme même systémique. Oui, j'ai vécu le racisme dans ma propre famille immédiate. Oui, j'ai vécu quelques racismes à l'extérieur. Ça me faisait de la peine, mais après ça, tu sais, je ne me suis pas retardée à ça. Parce que je me disais, si je me retarde, si je pose des questions ou que je demande des conseils à quelqu'un, ils vont dire que je suis plaignante, que je suis victime, que je me victimise, OK? La madame qui a parlé tantôt, qui a parlé de la victimisation, ça me rejoint un petit peu. Il y a des endroits, il y a des espaces dans ma vie que je me suis victimisée, entre autres au pensionnat. J'ai fait le pensionnat 7 ans de temps. Et
quand le monde parle des pensionnats, je me sens victime, OK? Puis je l'étais. On ne peut pas faire autrement que se sentir victime. Parce que les gens qui disent qu'on n'acceptait pas ça, c'est parce qu'ils connaissaient pas ce que nous autres, on a vécu là-bas. Entre autres, je vais revenir sur la réconciliation, parce que je ne veux pas prendre trop de temps aux autres. La réconciliation, pour moi, j'ai eu de la misère à comprendre s'il n'y a pas eu de vérité. OK? Au point de vue gouvernemental, au point de vue aussi social. Tu ne peux pas être réconcilié si tu n'as pas été en contact avec le réseau blanc et le réseau autochtone. Je ne sais pas si vous comprenez mon point de vue. OK? Fait que on ne peut pas, moi personnellement, en tout cas, je ne peux pas me réconcilier parce que je trouve ça difficile. Si je comprends bien le mot réconciliation, pour moi, c'est difficile. Et puis, je vais juste vous raconter quelque chose. Quand ma mère m'a envoyée à l'école, je ne voulais pas y aller parce que j'étais avec eux autres jusqu'à l'âge de 9 ans dans le bois. Je suis née dans le bois, dans une tente, moi. Fait que j'ai été vraiment imprégnée de ma culture. C'est comme ça que j'ai appris le savoir que ma mère, mon père m'ont légué, je vais dire. Mais à un moment donné, ma mère, elle m'a dit, ma fille, je veux que tu ailles étudier. Parce que ma fille, tu ne pourras pas vivre ce que nous avons vécu dans le bois comme nomades. Vous allez être obligé d'être avec la population blanche, les Blancs qu'on disait, Kawapchi, OK? Si tu ne vas pas aux études, tu vas avoir la difficulté, tu ne pourras jamais dire qui tu es. Parce qu'ils t'ont déjà identifié, les autres, ils nous ont déjà identifiés. OK? Quand j'y ai dit que je suis infirmière, que je m'en allais infirmière, fait qu'elle était contente, puis elle était hésitante aussi. Fait que là, j'ai vu que nous n'étions pas connus au début des 60, là, où j'ai commencé mon cours. Fait que quand j'arrivais à une place, « Oh, c'est l'Indienne! » Tu sais, ils se posaient la question pour qu'est-ce que je faisais à Québec, qu'est-ce que je... Puis dans ma petite, je me suis dit, j'ai dit, t'as pas l'air à me trouver fine, mais je vais finir qu'est-ce que j'ai entrepris avec vous autres. Toute ma vie, il y a eu, comme je vous ai dit tantôt, du racisme. Puis ça, il n'y a pas eu de vérité. Fait que ma mère, elle avait du vision, qu'on dit, oui, puis la sagesse, que j'aimerais l'avoir comme elle avait à mon âge, que lorsqu'elle avait elle. Fait que je pense toujours à ça, qu'est-ce que ma mère m'a dit à mon jeune âge. Fait que la réconciliation. Par contre, en tout cas, les ambassadeurs, ambassadrices, c'est très bien leur intervention. Puis aussi, en tout cas, il y en a qui ont dit que ça va prendre du temps avant qu'on soit reconnu, qu'on soit un peuple distinct, un peuple... les Québécois, il va falloir travailler fort. Mais moi, je ne le verrai pas probablement dans mon vivant, mais j'espère que les jeunes, vous allez arriver à continuer à travailler
pour notre nation, pour nos peuples des Premières Nations, de toutes les du Québec, du Canada. Fait que c'est le souhait que je fais, puis je vais penser à vous autres. Puis je vous remercie beaucoup, beaucoup, puis de m'avoir écouté, puis je vous aime tous et toutes. Chinishkumiten pour de très, très beaux mots de sagesse. C'est pour ça qu'on est chanceux de vous avoir comme aîné en résidence. J'ai deux autres personnes qui vont faire une intervention et ensuite, on va prendre une pause parce qu'il y a d'autres ateliers qui s'en viennent tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole maintenant à Julie Gauthier et ensuite à Jedediah. Et ensuite, je vais juste vous indiquer comment vous inscrire pour les ateliers par après. Alors, ce sera la fin de cette activité de rencontre avec les ambassadeurs. Julie Gauthier, le micro est à vous. Julie Gauthier, est-ce que vous êtes toujours avec nous? On dirait la photo de Marie-Marthe. Ouais. Je comprends pas ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Je ne comprends pas comment ça se fait que Julie Gauthier est là-dedans, là. Je ne sais pas. Vous êtes peut-être sur le compte Puis là, de je vais quelqu'un essayer d'autre. de réactiver mon... Est-ce que vous me voyez? Oui, on vous voit très bien. Aïe, bonjour tout le monde. Moi, j'attendais. J'ai dit Julie Gauthier, j'attends. Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de changer mon ordi. Non, je ne suis pas capable. Bonjour. Moi, mon nom, c'est Marie-Marthe Melec. Je suis conseillère pédagogique au Cégep de Sept-Îles et navigatrice des services Premières Nations. Alors, moi, je suis dans le côté alloctone maintenant, après avoir travaillé environ 30 ans et plus du côté des Autochtones comme enseignante. Je suis de formation enseignante et j'ai d'autres diplômes qui se rattachent aussi. J'ai des études supérieures de l'Université Laval, j'ai des cours en droit avec l'Université d'Ottawa et j'ai décidé, moi, d'aller travailler chez eux, que je pourrais dire, pour pouvoir faire le pont. Et aussi, après avoir connu beaucoup de racistes qui me disaient, là, mes enfants. Moi, personnellement, OK, moi, je suis une pensionnaire non reconnue. Je suis une pensionnaire non reconnue. J'ai été au pensionnat 5 ans. Et le gouvernement ne me reconnaît pas. Pourtant, mon père, il a été chef pendant 24 ans. Et puis, il me disait, je suis signataire de ce pensionnat qui est là, à Havre-Saint-Pierre, qui est devenu une résidence maintenant. Et je ne suis pas reconnue. Donc, je me dis que moi, j'appelais ça l'exclusion dans le temps. Et moi, je suis quelqu'un qui est là pour faire le pont. Peut-être que ça ne réussira pas et je dis toujours, on fait le pont. Je suis peut-être un agent de changement, comme mes professeurs m'ont dit à l'Université Laval. Je suis spécialisée en intervention psychosociale. Et je me suis dit, on fait toujours le pont du côté des Autochtones. Je vais aller faire le pont avec eux autres. Et c'est dans ce sens-là que je suis contente de voir Gilbert, Emma et Chakwan aussi pour Trois-Rivières, qui sont en train de faire comme moi. Et je me dis et c'est comme ça qu'on va débuter la réconciliation. Parce que si on ne fait pas nos pas, si on est toujours dans notre garde-à-vous, dans notre coin, on n'avancera pas. Je veux aller dans ce coin-là. Je veux aller raccorder tout ce qui est les brisures qu'il y a eu dans le passé avec, dans le temps du pensionnat. J'ai été à Sept-Îles aussi. J'ai connu beaucoup de choses aussi. Mais moi, j'appelais pas ça du racisme systémique. Ça, moi, c'est racisme systémique, racisme, exclusion. Je me disais, hey, m'exclus. Ils veulent pas m'amener. Le vocabulaire est devenu de plus en plus
de plus en plus agaçant, que je pourrais dire que ça devient cancéreux, ce mot-là, là, pour moi, là. Raciste. Je vois d'un autre côté. Je voyais de ma communauté, là, je vois de l'autre côté. Comment qu'on peut se sentir aussi là-dedans? Je ne suis pas ici pour donner raison à Autochtones ou à Allochtones, mais il faut que ça arrête à un moment donné. Il faut qu'on se dirige vers la réconciliation. Moi, je viens d'une famille très métissée. Je suis même arrière-grand-mère d'un enfant malgache. Malgache, comme dit le Madagascar, c'est ça. Alors, j'ai vu aussi le film, l'activité qu'on va faire ici au Cégep de Sept-Îles, c'est le 30. Ça va être le film de mon fils enfant déraciné. Donc, le guide pédagogique que j'ai vu, il y a 3 semaines, j'ai été à Montréal. J'ai fait une capsule de vidéo avec Wapikoni Mobile et Télé-Québec qui va être diffusée le 30 ou le 1er, je crois. Et c'est ça, là. Pourquoi les pensionnats ont existé? Je m'adresse aux enfants de 6 à 9 ans. Parce qu'il faut qu'ils soient au courant, ces enfants-là. Pourquoi le pensionnat, ça a existé? Pourquoi qu'on nous a obligés à partir? Moi, je leur dis, c'est une façon aussi d'atténuer de la méfiance. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Moi, je dis, il faut que ça arrête, il faut qu'on avance. On est là pour faire la construction des ponts. Et je suis fière de le dire que je participe aussi à la conférence de presse qui va avoir le 27 à Sept-Îles, le projet qu'on a bâti ensemble avec 2 conseillères pédagogiques, la conseillère pédagogique, moi, puis une artiste, là. Alors, moi, j'ai dit ce projet va s'appeler Kwenotum. Kwenotum qui veut dire bonjour tout le monde. Je crois que c'est ma 2e année ici. Si vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup que je pourrais dire, puis c'est en équipe. Personne ne réussit toute seule à faire ces activités-là. Le pont, on le fait. Et je me dis mais je consulte mes collègues aussi, comme Gilbert. Je l'appelle. Alors, je me dis et c'est comme ça, les outils qu'on va régler. Oui, moi, c'est ça que le message que je pourrais vous le dire, là, c'est le mot exclusion que j'appelais ça. Oui. Nouagarnak. Là, c'est appelé Nouagarnak raciste quand on est rendu au secondaire. Là, c'est rendu raciste systémique. T'entends juste ça, raciste systémique. Mais là, nos enfants, là, nous autres, il va falloir qu'on désamorce ce mot-là, là. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, donc d'où l'idée de créer des ponts puis d'aller vers plus de collaboration. Merci, ça a été c'est effectivement des points qui sont importants à nommer. J'aimerais, avant qu'on termine, parce qu'on est déjà 3 minutes en retard, passer la parole à Jedediah. Merci encore beaucoup pour votre intervention, Jedediah. Je vous passe la parole et ensuite quelques instructions pour vous rendre dans les prochaines activités. OK, je vais parler vraiment vite. D'abord, je voulais juste dire je crois que c'est Mme Elisabeth, je voulais juste dire que tantôt, mon commentaire sur la victimisation, je suis tout à fait d'accord avec vous que les personnes autochtones ont le droit d'être des victimes, ne sont pas obligées de cacher leur expérience ou de les to suppress them. Mon père est allé au pensionnat aussi, puis il n'était même pas sûr de vouloir avoir des enfants parce qu'il avait peur que ses enfants aussi aient besoin d'aller au pensionnat un jour. Alors, je suis tout d'accord. Je suis d'accord avec vous que les personnes autochtones ont le droit d'être victimes. Moi, ce que je voulais plus dire, c'est que les académiques, les étudiants, les recherchistes autochtones ne devraient pas se mettre dans un rôle de victime seulement pour plaire ou pour avoir, pas de l'attention, mais seulement pour plaire, comme pour fitter dans le narratif de autochtones.
Alors, je ne voulais pas manquer de respect envers my elders who have obviously experienced a lot of negative things and who shouldn't be expected to suppress those feelings. Je pense que c'est important ce que vous avez mentionné, Jedediah. Il y a des traumas qui sont portés et par une génération qui a passé à travers les écoles résidentielles et par les générations qui les ont suivies. Nous, en ce moment, on a certaines possibilités. On est plus dans le monde académique, on est plus dans les comités, dans la gouvernance. Il y a une porte qui s'est ouverte. On est en train de prendre notre place dans cette porte-là. On porte une responsabilité. Et si on porte notre responsabilité en essayant de répondre aux attentes des personnes qui nous ont invités, on ne se rend pas service. Il faut qu'on vienne en étant qui on est vraiment et accepter de porter un certain poids supplémentaire, si ce n'est pour guérir les blessures de la génération qui nous a précédés et assurer un bon passage à la génération future. Moi, c'est ce que j'entends dans vos propos. J'espère que je les reflète bien. J'aimerais, on va pouvoir clore maintenant, on est déjà 5 minutes en retard, alors je ne voudrais pas vous rendre en retard pour les prochains ateliers. Alors, je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire aux activités qui vous intéressent le plus ou qui vous apparaissent les plus pertinentes dans votre processus. Il y a un atelier soutien et service aux étudiants des premiers peuples qui va débuter à 11h. On aura aussi la recherche pour, par et avec les premiers peuples. Alors, vous allez voir les liens là, qui vont apparaître dans la boîte de clavardage. Et bien sûr, moi, je serai dans l'atelier 6, enjeux et leviers, concernant la place des premiers peuples dans la gouvernance. On aura probablement l'occasion de retourner sur certains des enjeux qu'on a renommés aujourd'hui. Il est encore temps de vous y inscrire à partir du site web de l'événement dont vous allez trouver le lien ici dans la boîte de clavardage. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, enfin, un gros merci, Chinish Kumitin, Oleoni, Woliwan, à tous nos participants. Je pense que j'ai fait le tour. Nyawengoa, et merci beaucoup pour vos partages et je vous souhaite bon courage dans la suite de vos parcours professionnels et ou académiques. Et on se revoit très bientôt.